et de protection de l'enfance Sophie Audugé, le journaliste Yvan Rioufol et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech. On reprend notre débat sur la réforme de la justice criminelle portée par Gérald Darmanin. Cela mettra à bas tout l'édifice de la justice criminelle. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Rendre la justice dans un bureau et en secret n'est pas notre conception de la justice. C'est la socialiste Marie-Pierre de la Gontrie qui le dit. Et Gérald Darmanin lui dit « Il faut sans doute préférer la célérité à la sévérité avec des peines sûres le plus rapidement possible plutôt que des sanctions fortes mais lointaines ». Où vous situez-vous, Yvan Rioufol ? Je n'ai pas encore de position très arrêtée. J'attends d'entendre tous les arguments. Je n'aurai pas du tout la prétention d'avoir la vérité révélée. Je constate d'abord que le plaidé coupable existe pour les délits, que le plaidé coupable existe aux États-Unis, qu'il existe dans de nombreux pays européens pour des matières criminelles. Donc ce n'est pas non plus une aberration. Maintenant, il répond naturellement à un engorgement, à une justice trop lente. Il faut savoir ce que l'on veut. Si l'on veut vraiment que la justice sanctionne des crimes dans les délais raisonnables, on pourrait imaginer cela, d'autant que le plaidé coupable consiste d'abord pour l'accusé de reconnaître effectivement qu'il a commis la faute sans même avoir à détailler cette faute-là et que la victime accepte en effet de reconnaître que le coupable reconnaissent cette faute, pour prix d'ailleurs de cet aveu que le coupable ait une peine qui soit réduite du tiers. Donc il y a quand même ce petit marchandage-là. Donc moi, intellectuellement, je trouve ça raisonnable, dans le fond. Mais maintenant, j'entends effectivement les arguments des avocats, qui est de dire qu'un procès, c'est également un débat. Un procès, on décortique un acte. Un procès, on essaie de faire de la pédagogie, singulièrement pour les viols. Parce que des viols qui seraient comme ça réduits en catimini... Alors je crois que c'est pas le plaidé coupable, je parle sous votre contrôle, Georges Fenech, mais justement les viols ne sont... Il me semble que ça concerne tous les crimes, non ? Si, ça concernera les viols aussi. Hein. Ça concerne les... J'ai un doute. En tout cas, déjà le cas des cours criminels. Je pose cette hypothèse que même si cela concernait les viols, on pourrait comprendre en effet que pour les viols, il faudrait quand même s'attarder effectivement à cette monstruosité et de savoir effectivement quels étaient les ressorts effectivement du criminel, etc. Et donc, pour tout ça, pour vous dire que je n'ai pas encore tranché. J'attends J'attends d'être convaincu par les derniers arguments qui seront posés. Peut-être on peut, comme l'a dit Georges Fenech, peut-être pourrait-on arriver à une sorte de compromis à mi-chemin. Même pour les cours criminels qu'on a adoptés il y a déjà quelques années, on conserve en appel la cour d'assises. Si on fait appel d'une décision du cour criminel, on s'était gardé quand même cette possibilité d'avoir un jury. Oui. Là, on descend dans la qualité du jugement. C'est la qualité de la justice qu'on rétrograde à ce moment-là. Sophie Audugé. Oui, moi je suis assez partagée aussi. Je comprends les remarques de Georges Fenech. Après, je considère qu'il y a quand même aujourd'hui encore des faits qui sont que la justice est trop lente. On a des affaires qui mettent 7 à 8 ans à être jugées, c'est beaucoup trop long. On a un engorgement qui est important. Et puis il y a des situations qui, à mon avis, s'y prêtent, qui aujourd'hui aussi nécessitent que ça aille plus vite, notamment à partir du moment où on est dans un dialogue entre la victime et le criminel. C'est-à-dire que si la victime est d'accord, peut-être qu'il faut prévoir un temps quand même incompressible où elle va être accompagnée par des psychologues dont c'est le métier, qui vont pouvoir l'aider à se poser vraiment la question, est-ce qu'elle est prête à ne pas avoir cette oralité, à ne pas tout connaître de l'acte éventuellement, des motivations éventuellement de son agresseur, est-ce qu'elle est prête à cela, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée pour vraiment identifier ses besoins, elle, en tant que victime. Moi, je considère que ça peut être une solution intéressante pour aller vite, pour leur permettre de passer à autre chose, pour éviter la résurgence traumatique de chaque situation d'audience, etc., qui sont quand même vécues par les victimes parfois comme beaucoup trop douloureuses. Donc je pense que c'est pas à dégager complètement, je pense qu'il y a un vrai travail à mener là-dessus. Et puis il y a certaines circonstances, je veux dire notamment la criminalité des mineurs aujourd'hui, ou des on va dire 18-25 ans, où on a une récidive extrêmement importante. Il me semble que là, c'est des choses qui devraient pouvoir être traitées en accéléré, qu'on ne les remette pas en circulation, parce que là encore, c'est des criminels en circulation qui peuvent commettre d'autres crimes, et du coup, il y a de nouvelles victimes. Tout le monde se souvient de l'affaire Bertrand Cantat, Marie Trintignant. Comment ça se fait que la Lituanie, je crois que la Lituanie a jugé en 8 mois, avec l'audience, hein, en 8 mois ça a été jugé. Et nous en France, on n'est pas capable en 1 an de tenir ou en 2 ans maximum de tenir un procès.
voyez bien, il aurait fallu, à mon avis, prendre l'affaire de l'autre bout, c'est-à-dire commencer à réformer notre procédure qui est trop complexe, à réformer la question des nullités de procédure. On fait appel, cour de cassation, ce qui retarde le procès. On se serait attaqué à toutes ces lenteurs inhérentes à notre procédure. On serait peut-être arrivé à des procès plus... Et puis augmenter les effectifs. On a le même nombre de magistrats aujourd'hui que sous Napoléon. Vous vous rendez compte? Il aurait fallu augmenter le nombre de magistrats aussi et permettre qu'il y ait d'autres audiences. Et là, on gère toujours la pénurie et on rétrograde, comme je le disais, la qualité de la justice. Venons-en aux répercussions de ce qui se passe dans le Golfe Persique, avec notamment les prix à la pompe. Vous avez vu, depuis la conclusion du cessez-le-feu, on pensait que ça allait baisser. Le gouvernement avait dit 5 à 10 centimes. Résultat, 1 centime. Ça a baissé. Donc, les Français tirent la langue. L'Allemagne a décidé de baisser une taxe sur les carburants. En France, on s'y refuse. Écoutez Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, candidat à la présidentielle, qui a critiqué l'immobilisme du gouvernement face au prix du carburant. Il était sur France Info ce matin. Le gouvernement, ça fait maintenant 3 semaines ou 1 mois, qui nous dit « il n'y a pas de problème, je vais régler le problème dans les jours et les semaines qui viennent, vous allez voir le prix à la pompe qui va baisser ». Il ne baisse pas. Le drame, en tous les cas, la guerre s'intensifie avec maintenant l'annonce d'un blocus par les États-Unis eux-mêmes. Donc le baril, il va continuer à être autour de $100, voire plus. Donc il faut des mesures immédiates, des mesures ciblées pour ceux pour lesquels la voiture est indispensable et des mesures qui mettent à contribution les super profits des pétroliers parce qu'il n'y a pas de raison que même puissent se dégager des marges. C'est sûr qu'on est moins optimiste, en tout cas, que la semaine dernière, avec l'échec de ces premiers pourparlers à Islamabad hier entre Américains et Iraniens. Et on se dit, d'un côté, ils se refusent à donc des baisses de taxes, comme ça peut se faire dans d'autres pays d'Europe, notamment l'Allemagne ce matin, comme on l'a appris. Comment on va sortir de cette crise ? La question que je me pose et qu'il faut se poser, me semble-t-il, est de savoir jusqu'à quand l'opinion va accepter effectivement de plier face à ces augmentations de carburant, sachant effectivement que les augmentations de carburant sont maintenant le détonateur de tous les grands conflits sociaux. Je vois pas les gilets jaunes, les bonnets rouges auparavant, etc., les agriculteurs maintenant. Et donc, il y a effectivement une sorte de passivité de l'opinion actuellement, qui me semble être malgré tout à prendre avec des pincettes, parce que c'est peut-être également le calme avant la tempête, parce que ce que l'on remarque, ce qui s'observe également, c'est que, en effet, le gouvernement le président de la République ayant été incapable durant tous ces 2 mandats de réformer l'État, il est même inenvisageable maintenant de baisser un peu les taxes sur l'essence, sauf à mettre l'État en banqueroute. Or, c'est ceci que les Français constatent, et ils sont en droit, effectivement, de pointer la responsabilité de cet État et de son président qui se disait réformateur et qui se disait même révolutionnaire dans son livre La Révolution, et qui n'a pas fait de révolution, et qui a au contraire perpétué un État omnipotent, impotent, ventripotent, appelez-le comme vous voulez, et qui effectivement n'a pas réussi, ne serait-ce que dans les marges, à faire les économies nécessaires qui auraient permis de baisser les taxes. Et donc je pense qu'on s'achemine malgré tout, je vois ça, sur une sorte d'insurrection qui pourrait débouler assez vite si effectivement les hausses des prix des carburants avaient à perdurer. Le Premier ministre a jeté, je dirais, quelque part, la poudre aux yeux avec la future électrification du pays, des voitures, etc. Mais admettons que c'est peut-être effectivement le chemin qu'il faut prendre. Mais aujourd'hui, il y a une urgence. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des entreprises qui vont fermer. Arrêtons, par exemple, priorisons autrement les choses. Arrêtons, par exemple, de verser 8 milliards pour l'éolien. Est-ce qu'on a besoin d'éolien maintenant, là, tout de suite, alors qu'on a plus d'électricité qu'il n'en faut ? On n'a pas besoin d'éolien. Le mixte, il peut attendre un petit peu et réinjecter cet argent dans une baisse, effectivement, de ce qu'est l'urgence, c'est-à-dire le prix du carburant. Sans quoi, je pense, comme Yvan, qu'on risque de voir bientôt d'autres gilets jaunes apparaître parce que les gens n'en peuvent plus. Georges Fenech, Yvan Rioufol et Sophie Audugé, merci d'être au micro d'Europe 1 en ce lundi. Dans Europe 1 Info à présent, on continue, ce sera le temps des grands entretiens politiques. Je recevrai dans un instant Céline Hervieux, députée PS de Paris, et puis Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines et membre de la Commission des Finances. Alors on reste ensemble évidemment. Europe 1, il est 13h57, à tout de suite avec Elie Mathias. 13h, 15h, Europe 1 Info. Tout savoir sur les solutions pour les pros avec la Banque Postale. La Banque Postale accompagne la croissance des entrepreneurs et professionnels. Dimitri Perdreau, bonjour.